Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de mes mémoires. Dites donc la bande de petits jeunes qui ricanent là-bas, je ne vous dérange pas trop. C'est mon accoutrement qui vous fait rire. Mais bien sachez que je m'en fiche totalement. Cet épisode est dédié à Helmut, et Helmut était bavarois. Alors, ich bin eine Bavaroise. Bref. Dans le dernier épisode, je vous racontais donc l'arrivée à l'école de notre nouveau maître, le bel Helmut, qui faisait chavirer le cœur de tout ce qui portait jupon, ainsi que l'idée fabuleuse qui m'était venue de demander à mes parents de le faire venir au château les jeudis matins, où il n'y avait pas école, pour nous donner des leçons particulières à Claudine et à moi. Le jour où le teuton magnifique arriva pour la première fois à la maison, Claudine avait dormi chez nous la veille et nous nous étions levés à l'aube afin de pouvoir offrir à notre Dieu l'apparence la plus désirable possible. Enfin, dans l'imagination de jeunes filles de 13 ans. Comme nous ne pouvions utiliser pour notre malheur les fards à joues et autres rouges à lèvres de ma mère sans attirer l'attention, nous cherchâmes un moyen de rosir nos pommettes et de donner à nos bouches l'aspect de 2 framboises prêtes à être croquées. Hélas, fin septembre, le temps des cerises qui colorent les lèvres de manière exquise était passé, et notre hâle d'été s'était lui aussi évaporé. Mais vous ne savez pas ce à quoi une jeune séductrice est prête pour arriver à ses fins. Nous avions revêtu nos plus belles robes du dimanche, ce qui, pour un matin de semaine, laissa Marie-Antoinette extrêmement perplexe, et nous avions serré les ceintures au point de ne quasiment plus respirer afin d'offrir les tailles de guêpe les plus fines à l'élu de notre cœur. Dès que la cloche de la grille retentit, nous nous mîmes à nous mordre frénétiquement les lèvres pour qu'elles soient rouges, appelant immédiatement le baiser, mais aussi à nous donner mutuellement de bonnes claques sur les joues pour présenter à Helmut un teint de pêche rosé qu'il ne pourrait s'empêcher d'avoir envie de caresser. Enfin, nous fîmes ce que nous pensions être une entrée majestueuse et incroyablement sensuelle au salon, où mes parents ainsi qu'Helmut nous attendaient. Hélas, le manque d'oxygène dû aux ceintures trop serrées, les gouttes de sang perlant sur nos lèvres trop mordues et les marques de doigts sur nos joues trop claquées firent que ces 3 adultes qui, un instant avant, discutaient de manière parfaitement cordiale, restèrent bouche bée en voyant arriver 2 jeunes filles les bouches en sang, le visage quasi balafré, titubant sur leurs jambes et ne pouvant aligner 2 phrases sans respirer tous les mots. « Bonjour, monsieur le professeur. » Et je pense que nous serions tombés dans les pommes très rapidement si Sidonie, qui apportait les cafés et à qui rien n'échappait, n'était passée discrètement derrière nous pour desserrer les ceintures et nous redonner vie. Bref, notre première tentative de séduction fut un fiasco. Et nous nous tînmes à carreau toute la matinée, ayant tout de même conscience d'avoir frôlé le ridicule, voire même d'en avoir touché le fond. Quoique vous verrez, nous en étions encore très loin. Les jours suivants, pendant que Claudine et moi mettions nos cerveaux en ébullition pour trouver d'autres moyens de séduire Helmut, j'eus l'agréable surprise de le voir au château de plus en plus souvent indépendamment de nos leçons. En effet, mes parents et mon professeur avaient eu un coup de foudre amical réciproque, et ils s'étaient trouvés tant de passions communes qu'ils passaient des heures ensemble. « Oui, monsieur ?»« Ah, je vous vois venir. Non, rien de sexuel entre eux. Pas de ménage à 3, pas de Jules et Gine. Et je sors mes griffes face au premier qui entend salir cette histoire d'amitié magnifique. Ce n'est pas parce que vous rêvez d'avoir 2 femmes à la maison, voire même une seule mais une autre, que tout le monde est comme vous, vieux cochon. Non mais... Bref, je vous ai déjà expliqué que mes parents étaient 2 elfes parachutés sur Terre et totalement déconnectés des vicissitudes du monde. Ils ne vivaient que pour l'art, la beauté et l'amour, et leur journée était emplie de musique, de peinture et de poésie. Mon père, après sa rencontre avec ma mère, avait décidé qu'il ne donnerait plus jamais de cours de musique à quelqu'un d'autre. Mais comme on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, il fallait bien qu'il gagnât sa vie. Alors il devint donc critique musical pour le Ménestrel, un journal spécialisé dans l'activité culturelle musicale qui paraissait toutes les semaines. Cela ne rapportait pas grand-chose, mais mon grand-père, qui avait compris à quel point ces 2-là étaient différents, se faisait un plaisir de leur offrir le gîte et le couvert au château, ce qui lui permettait de surcroît d'avoir autour de lui tous ceux qu'il aimait, et particulièrement moi. L'activité de critique musicale de mon père lui permettait ainsi qu'à maman d'assister à tous les concerts possibles et inimaginables et d'assouvir ainsi l'une de leurs passions. C'est ainsi qu'ils virent le triomphe des ballets russes de Diaghilev, un concert de l'immense Caruso à la voix d'or, la suggestive danse des 7 voiles d'une Matari sur le déclin, la création scandaleuse du Sacre du printemps de Stravinsky et l'éclosion d'harmonies nouvelles avec Debussy ou Satie.
Chaque soirée pour eux était une fête, et là encore, la beauté irradiante de ma mère leur ouvrait les portes de toutes les réceptions privées les plus fastueuses, ainsi que des bals costumés délirants, et c'était vraiment le mot à l'époque, que donnaient les demi-mondaines dans leurs hôtels particuliers. Le seul petit hic de ce programme était que les critiques musicales de mon père, d'une grande finesse et d'une érudition inouïe, n'était pas assez saignante pour le directeur du journal qui, finot, savait bien que c'était les scandales, les huées, les cabales et les indignations qui faisaient vendre, ainsi que les critiques assassines. Bref, tout un tas de choses auxquelles mon père refusait absolument de se soumettre. Et je crois bien qu'une fois de plus, c'est grâce au charme de ma mère qui hypnotisait littéralement le directeur du journal que ce dernier garda mon père afin d'être certain d'apercevoir sa fée les soirs de concert. Vous l'aurez compris, mes parents étaient des purs. Et le destin allait mettre sur leur chemin un autre elfe en la personne de mon professeur Helmut, qui, malgré ses allures de héros et de guerrier wagnérien, était comme mes parents, doux, passionné d'art et d'esthétisme, pacifiste convaincu et fou de nature et d'animaux. Il rêvait, en voyant mes parents amoureux, à ce qu'aurait pu être sa vie si sa fiancée Lorelai n'avait été emportée par une pneumonie foudroyante 2 ans plus tôt, ce qui expliquait pourquoi il avait quitté sa terre natale qui la lui rappelait tant. Ces trois-là tissèrent des liens magnifiques, que la folie des hommes finit par faire voler en éclats, mais nous n'en étions pas encore là à l'automne 1913. De mon côté, lorsque j'appris par mes parents la disparition de la pauvre Lorelai, je vis plutôt une occasion de me réjouir du célibat de l'objet de mon désir. Et là, mesdames et messieurs, notre imagination à Claudine et moi ne connut plus de limites. Nous jouions chacune de nos armes pour tenter de le séduire. Moi, en lui chantant du Wagner, assez mal je dois dire, pour lui montrer que j'étais prête à le suivre dans son pays, tout en alternant avec Carmen, en faisant des mines de cigarière en chaleur. Enfin, ce que j'imaginais être une cigarière en chaleur, ce qui se traduisait par des grimaces assez abominables et des sons plutôt stridents. Pendant que Claudine, elle, essayait de l'attirer par sa plume en lui écrivant des poèmes enflammés, qui malheureusement se trouvaient assez vite écourtés par manque de rime avec Helmut. En effet, une fois qu'elle eut écrit « Moumout, emmène-moi avec toi sur la route. Nous nous arrêtons pour casser la croûte et nous regarderons la chèvre qui broute. » Elle était sèche, sans jeu de mots déplacé. Inutile de vous dire que nous fîmes chou blanc dans chacune de nos tentatives, que ce soit la confection de son gâteau préféré qui faillit faire exploser notre four, ou les évanouissements fins, pour lesquels, au lieu de nous prendre dans ses bras, il appelait Marie-Thérèse afin qu'elle nous donne une pastille de menthe. Quant à l'action directe de se jeter à son cou pour l'embrasser, qu'à ma grande honte j'avais tenté plusieurs fois, il en riait gentiment en me remettant à ma place et en me disant que, dans quelques années, moi aussi, comme ma maman, je trouverais mon prince charmant. Bref, nous étions pathétiques, Claudine et moi. Et à la fin de l'année scolaire, nous étions non seulement épuisés par toutes nos tentatives, mais en plus dernières de la classe, car nous n'avions pas eu le temps d'ouvrir un bouquin. Bref, en juillet 1914, mes parents et ceux de Claudine nous convoquèrent et nous annoncèrent qu'étant donné nos résultats et notre comportement, à la rentrée suivante, nous irions en pension et qu'il n'y avait pas à revenir là-dessus. Cette décision nous fit l'effet d'une douche froide, qui d'un coup nous fit oublier Helmut et tout le reste, pour nous faire redevenir 2 petites filles apeurées et désespérées à l'idée de quitter leurs parents. Hélas, ces craintes seraient plus que justifiées par la suite, puisqu'un mois après, en août 1914, la France entrait en guerre, et que ma vie, ainsi que celle de millions de personnes, allait en être bouleversée pour jamais. Oui, Archie, je ne vous ai jamais fait votre gâteau préféré. Oui, mais vous savez que je cuisine comme un pied. Oui, je sais, je l'avais fait pour Helmut. Bon, alors dites-moi ce que vous voulez. Un pudding écossais, à la panse de brebis, au hareng et à la mélasse. Et un petit câlin après. Alors, le petit câlin, on va le faire avant, d'accord ? Excusez-moi, le devoir m'appelle. Alors, je vous dis à très vite. Au revoir, au revoir.